Bonjour à tous, je suis Vater Nuisancine et aujourd'hui je vais vous parler de ma thèse qui s'intitule La réalisation d'un outil de prévision de production solaire pour le projet Récif. Cette thèse est encadrée par Pascal Ortega et Daniel Issel. Donc, premièrement, je vais parler du projet dans lequel ma thèse s'inscrit, qui est un projet de micro-réseau isolé. Dans ce micro-réseau, nous aurons une brique à hydrogène pour faire de la production d'hydrogène et pour stocker de l'énergie. Pour subvenir aux besoins en froid, c'est-à-dire en climatisation, nous allons avoir un compresseur ou une pompe à chaleur. Et encore une fois, pour subvenir aux besoins en froid, nous aurons un stockage thermochimique de froid. Alors tout ce système, tout ce micro-réseau sera alimenté par de l'énergie solaire grâce à des panneaux solaires. Et voilà. Dans le cas où il fait beau, nous allons alimenter directement la demande variable qui, dans notre cas, par exemple, si on se place dans des bureaux, ça va être les lumières, les prises de courant, les ordinateurs. Puis ensuite, quand on aura besoin de climatisation, nous pourrons alimenter directement le compresseur pour faire de la clim. Et si on a assez d'énergie, donc assez de soleil, on peut faire du stockage d'énergie sous forme soit d'hydrogène ou soit sous forme thermochimique pour faire du stockage de froid. Donc, dans le cas où il fait nuit, où il y a des nuages, on va utiliser l'énergie stockée sous forme d'hydrogène pour alimenter la demande variable. Si on a pu faire du stockage thermochimique, on va utiliser le stockage de froid pour alimenter en climatisation. Sinon, on peut alimenter le compresseur directement avec la pile à combustible. Donc, il y a une grande complexité des flux énergétiques à travers ce micro-réseau. Et pour faciliter l'interopérabilité des différents composants que nous avons, une prévision sur la ressource solaire est nécessaire. Ce qui va être l'objectif de ma thèse. Donc, qu'est-ce que l'on va faire à l'UPF? On va mesurer les différents paramètres météorologiques grâce à nos instruments pour faire soit des prévisions à 1 heure de l'énergie solaire, soit en utilisant des images satellites, on peut faire des prévisions à plus long terme, c'est-à-dire à 6 heures, et encore en utilisant d'autres données météorologiques comme les modèles de prévision numérique utilisés par Météo France, on peut aller encore plus loin pour faire de la prévision. Et le dernier objectif de ma thèse va être aussi d'anticiper la consommation électrique des ménages ou d'un quartier, par exemple. Comme ici, vous pouvez voir la consommation électrique en bleu en fonction du temps, et en orange, vous avez la radiation solaire que l'on arrive à mesurer. Donc, pour faire des prévisions, nous aurons besoin de modèles. Donc ici, j'ai représenté les modèles que je vais utiliser. Donc, en abscisse, nous avons la résolution temporelle qui va être l'horizon de prévision de nos modèles. Et en abscisse, nous avons la résolution spatiale qui va être l'étendue sur laquelle notre modèle va être valide. Donc, on peut voir dans les petites résolutions temporelles et spatiales un petit carré vert qui s'appelle Sky Imager, qui va être en fait une caméra que l'on va poser au-dessus de nos bâtiments ou au sol et qui va prendre des images du ciel pour qu'on ait une information sur la couverture nuageuse juste au-dessus de nos têtes et donc juste au-dessus de l'UPF. Donc, pour faire des prévisions sur du plus long terme, on peut utiliser les images satellites, étant donné qu'elles sont plus étendues dans l'espace. Pour nous, on pourra faire des prévisions sur des plus grands horizons de temps. Et ensuite, dans les plus grandes résolutions spatiales et temporelles, nous avons les prévisions numériques utilisées par Météo France ou d'autres instituts américains et européens. Et mélangé à tout ça, on va utiliser des modèles statistiques qui vont être des modèles d'intelligence artificielle ou plus communément appelés sous le nom de machine learning. Et donc on va mélanger pas toutes nos données, mais on va mélanger tout ça pour pouvoir faire et effectuer des bonnes prévisions sur différentes échelles de temps. Et tous nos modèles vont être comparés avec la persistance qui sera notre modèle de référence. Donc, si notre modèle est meilleur que la persistance, on le garde, sinon on le jette. Donc, voilà. Donc, pour entraîner nos modèles, nous aurons besoin de données, des données qui sont récoltées grâce à la station météorologique de l'UPF postée juste au-dessus du bâtiment B, sur le toit.
Et donc, les données météo que je vais utiliser principalement sont l'humidité, la pression, la pluviométrie, température extérieure, force et direction du vent, le modèle de ciel clair qui va être la valeur théorique de la radiation solaire sans nuage et que pendant des jours clairs, en gros, parce que c'est juste un problème géométrique. Donc, on aura la valeur théorique de la radiation solaire sans nuage et on va aussi mesurer la radiation solaire qui est en gras parce que ça va être la variable que l'on va vouloir prédire. Donc ensuite, on aura aussi une caméra grand angle, comme je vous l'ai parlé plus tôt. Donc on a une caméra qui est juste au-dessus du bâtiment B qui va prendre une photo du ciel pour qu'on ait une information de la couverture nuageuse en temps réel. Donc cette caméra est composée d'une caméra digitale surmontée d'un dôme en verre. Elle prend une photo toutes les 10 secondes et la taille des images est de 480 par 640 pixels. Donc pour savoir la précision de nos modèles, nous allons utiliser différentes métriques qui vont en fait, donc toutes ces 3 métriques vont représenter les erreurs du modèle. Donc plus notre modèle est précis, plus ces quantités vont être petites. Donc en gros, notre but, c'est de minimiser ces quantités pour avoir de meilleures prévisions. Alors, donc, je présente la première quantité est l'erreur moyenne absolue, la deuxième, l'erreur moyenne quadratique, et la troisième, la racine carrée de l'erreur moyenne quadratique, avec elle le nombre de valeurs prédites. Y forecasted vont être les valeurs prédites, et Y measured vont bien sûr être les mesures que l'on va comparer avec nos prévisions. Donc, j'ai implémenté, premièrement, j'ai implémenté 3 réseaux de neurones qui vont nous permettre de faire des prévisions. Donc, le premier qui est tout à gauche, le multilayer perceptron, qui s'appelle aussi Artificial Neural Network, qui va traiter, lui, que des données météorologiques pour faire des prévisions. Enfin, il va faire une moyenne sur 1 heure de la radiation solaire. Et pourquoi ça ne fonctionne pas? Non, bon, bref. Donc, pour faire des prévisions sur 1 heure, ce modèle aura besoin d'1 heure de mesure dans le passé pour qu'il puisse faire des prévisions. Le deuxième au milieu s'appelle Convolutional Neural Network, un réseau de neurones à convolution, qui lui va pouvoir traiter les images que je vous ai montrées au début, des images hémisphériques, et il va lui aussi traiter les données météorologiques que l'on va mesurer. Et pour qu'il puisse faire une prévision sur 1 heure, donc il va nous donner la valeur moyenne de la radiation solaire dans 1 heure, il faut qu'il ait 1 heure de mesure dans le passé. Ensuite, le troisième modèle qui s'appelle Long Short Term Memory, tout à droite, qui lui est spécialisé pour le traitement de séries temporelles, donc ce qui est tout à fait notre cas parce que la radiation solaire, humidité, température sont tous des séries temporelles. Et celui-là ne va traiter que des données météorologiques, mais ce réseau de neurones va nous permettre de remonter un peu plus dans le temps pour avoir plus d'informations sur ce qui s'est passé. Il va aller jusqu'à 1h30 dans le passé pour faire une prévision sur la valeur moyenne de l'irradiance ou de la radiation solaire. Ensuite, j'ai créé aussi un réseau de neurones hybride qui va allier le traitement de l'image du réseau de neurones à convolution, qui s'appelle aussi CNN, avec la technologie du traitement de séries temporelles qui vient du Long Short Term Memory, qui s'appelle aussi LSTM. Et pour faire une prévision sur la moyenne de la radiation solaire, il va falloir qu'on lui donne 1h30 de mesure pour qu'il puisse faire cette prévision. Et donc voici le modèle que j'ai implémenté. Voilà. Donc ensuite, ici, je vais vous montrer les résultats. Donc ici, c'est seulement pour le multilayer perceptron et le CNN, c'est-à-dire que ça va être celui de gauche et celui du milieu que je présente pour l'instant. Donc ici, nous avons en bleu la radiation solaire mesurée. En jaune, le multilayer perceptron. En rouge, le traitement de l'image avec le réseau de neurones à convolution. Et en vert, vous avez le modèle de référence. Donc, on peut voir, par exemple, que ça ne fonctionne vraiment pas. Voilà.
là, là, voilà. Donc au milieu, vous pouvez voir que la courbe rouge est plus proche que la courbe bleue, qui va être le CNN va en fait faire de meilleures prévisions que l'ANN qui est en jaune juste là, parce qu'en fait, on lui donne des informations grâce aux images que l'on a prises, et donc il a une information sur la couverture nuageuse juste au-dessus de notre tête, et donc en fait, il arrive à mieux fitter la courbe bleue, qui est la radiation solaire en fonction du temps, en fait. Donc, on peut voir que notre courbe en rouge va être meilleure que la référence qui est en verte, et que entre le traitement seulement des données météorologiques faites par le multilayer perceptron et le traitement de l'image, on voit qu'il y a une amélioration des prévisions grâce au traitement de l'image. Donc ici, j'ai représenté sous une autre forme les résultats, un peu plus parlantes peut-être. Donc ici, voilà, donc j'ai représenté les mesures en fonction des prévisions. Et plus nos prévisions sont bonnes, plus elles vont être sur la bisectrice, sur la courbe noire au milieu de chaque courbe. Donc plus elles sont resserrées sur cette courbe, mieux notre prévision est bonne en fait. Et aussi j'ai mesuré la qualité du fit, grâce au coefficient de détermination R carré. Donc le R carré est borné par 0, mauvaise prédiction, ou 1, prédiction parfaite. Donc là, nous avons un R carré de 0,65 pour seulement le traitement de données météorologiques faites par le multilayer perceptron. Nous avons ensuite, grâce au traitement de l'image, une amélioration de la prévision grâce au traitement de l'image, avec un R carré de 0,84. Et le modèle de référence qui est tout à droite, lui, a un R carré de 0,75. Donc on peut dire déjà que le CNN fait de meilleures prévisions que le modèle de référence, qu'il y a une amélioration des prévisions grâce au traitement de l'image et au réseau de neurones à convolution. Puis ensuite, là, je vais présenter mes résultats pour le Long Short Term Memory et mon modèle hybride. Donc le LSTM, lui, ne va traiter que les données météorologiques, et mon modèle hybride va traiter les données météorologiques plus les images. Donc ici, on peut voir aussi qu'il y a quand même une amélioration de la prévision faite par le LSTM grâce au traitement de l'image, parce qu'en jaune, ça va être le LSTM, c'est-à-dire seulement le traitement des données météorologiques, mais en rouge, le CNN LSTM, lui, va être un peu plus proche, voire proche de la réalité. Et surtout, ça se voit bien dans les prédictions de jours mitigés où la courbe rouge est la plus proche des mesures. Cependant, on a quelques petits problèmes quand on est en ciel clair. Donc, on a une petite saturation vers le haut de la prévision, en fait, qui ne va pas aller jusqu'en haut, jusqu'à la pleine puissance réelle. Et on a aussi un petit décalage à droite qui peut être corrigé en corrigeant le modèle de ciel clair que l'on utilise parce qu'on met le modèle de ciel clair à l'intérieur de nos modèles. Donc ici, représenté sous une autre façon, les mesures en fonction des prédictions. Donc ici, on a un R carré pour le LSTM, c'est-à-dire pour seulement le traitement des données météorologiques. Nous avons un R carré de 0,78 qui est égal à celui de la référence. Donc il est aussi bon que le modèle de référence. Et grâce à notre modèle hybride, on va atteindre des R carrés est égal à 0,91 grâce à notre modèle hybride et au traitement de l'image. Oui, donc voilà. Donc, bilan issu de la thèse. Donc, nous avons implémenté 4 différents modèles de machine learning pour faire des prévisions à court terme de la radiation solaire. Le premier étant le multilayer perceptron, ou communément appelé ANN. Le deuxième va traiter les images que l'on a prises, et il s'appelle réseau de neurones à convolution. Le troisième va être le LSTM qui, lui, ne traite que les données météorologiques, et notre modèle hybride, le CNN-LSTM, qui, lui, va traiter et les données météorologiques plus les images. Donc on peut voir que le R carré de l'ANN est de 0,65, celui du CNN de 0,84, le LSTM de 0,78 et enfin le R carré de 0,91 de notre modèle. Donc il est le meilleur modèle que j'ai implémenté jusque-là.
Et pour la suite de la thèse, il faut que nous améliorons le modèle hybride en changeant le pyranomètre parce que nous avons une saturation de 1200 watts, de 1200 watts par mètre carré. Et il faut aussi qu'on fasse la prévision sur du plus long terme en utilisant des images satellites. Merci beaucoup. Pas de questions? Oui? Oui, sur les courbes que tu as présentées avant, celle-là, il y a un petit décalage sur la droite entre certains modèles. Celui-là. Ouais. Et ce décalage sur la droite, il s'explique comment? Il ne peut pas être corrigé? On va essayer de le corriger en améliorant le modèle de ciel clair que l'on met à l'intérieur, parce que justement, c'est un jour de ciel clair. Donc, normalement, il doit suivre la courbe de ciel clair. Donc, en améliorant le modèle de ciel clair que l'on met à l'intérieur, parce qu'en fait, il faut qu'on change les paramètres de turbidité à chaque fois, en fonction des mois. Et il faudrait juste que je l'améliore un peu mieux pour qu'on ait une meilleure prévision quand il fait beau. D'accord. Juste une question, là, je vois que lors de la validation de tes modèles, il y a quand même des corrélations qui sont assez bonnes, fortes, là. Enfin, si tu reprends le truc la dernière diapo. Celle-là ? Non, enfin, où tu as tous les résultats, où tu compares tes modèles, là, tu sais. Non, alors, la question, c'est d'ordre pratique, en fait, dans l'opérationnel, finalement, enfin, quels sont les seuils de tolérance, quoi, pour avoir un truc correct qui fonctionne, pour faire ce que tu veux faire, en fait? Est-ce qu'on est obligé d'atteindre les 0,91 pour... Alors, pour avoir de meilleures prédictions, c'est mieux que ton R carré soit... Bien sûr, mais en termes opérationnels, si tu fais tu sais, la balance entre le coût et le bénéfice, quoi. Je n'ai jamais étudié le coût et le bénéfice de mon outil, donc je suis désolé. La question, c'est quel traitement tu fais donc, de la sortie de ton modèle et quelle implication ça a en termes sur des aspects énergétiques. Est-ce que le fait qu'on passe de 0,78 à 0,91, quand tu exploites la sortie de ton modèle, ça donne des déviations importantes sur la valeur finale que tu cherches à prédire, qui est plutôt une valeur énergétique? Tu peux répéter la question, je suis désolé. Je suis désolé. La question qui était posée, c'était est-ce que donc, quand tu utilises la valeur finale... la prédiction. Oui, en gros, tu fais une prédiction sur l'irradiation solaire. Quelle est l'erreur? Mais cette prédiction, elle te sert à faire une prédiction sur des données plutôt énergétiques, et en fait, voilà, quelle implication l'erreur sur cette prédiction ça a sur l'exploitation finale de cette donnée-là dans tout ton travail. Donc normalement, mon modèle est utilisé pour l'aide à la décision des différents composants du circuit électrique polynésien ou ici récif. Donc oui, si on a une mauvaise prédiction, ça implique une mauvaise gestion du circuit électrique. Le modèle de référence. Tu regardes le modèle de référence, s'il est meilleur que le modèle de référence, en gros, on peut le garder. Et après, tu peux faire d'autres modèles qui font de meilleures prévisions que tes anciens modèles. Mais en gros, en tout cas, pour la recherche de machine learning, pour la prévision d'irradiance, on regarde toujours le modèle de référence qui va être la persistance, qui va être en fait, tu dis que par exemple, tu dis en 1 heure, qu'est-ce qu'on aura comme prévision? Et le modèle de référence va être les 1 heure dans le passé, c'est de mesure en fait. Et tu dis que ça va être la même chose. Et si notre modèle est meilleur que la persistance, on le garde et on essaye d'avoir un modèle le plus précis possible. J'espère que j'ai répondu à votre question. En fait, oui, mais en fait, le modèle de persistance est quand même un modèle extrêmement simple. Et là, tu as mis en œuvre donc, un modèle beaucoup plus complexe, plus lourd en termes de calcul. Et en fait, l'idée, c'est qu'après, quand tu gagnes en fait, sur ton erreur et que tu limites ton erreur, si derrière, par exemple, pour une procédure de dimensionnement,
tu es obligé de faire des approximations parce que, bêtement, par exemple, tu as certains composants qui n'existent pas dans toutes les tailles. Au final, tu cherches à avoir une valeur extrêmement précise d'un paramètre que derrière, ben, tu n'exploites pas intégralement parce que tu n'as pas la capacité d'appliquer la valeur exacte de ce paramètre parce que tu dois choisir, par exemple, des composants sur étagère qui sont pas forcément tous donnés à des valeurs de ce paramètre très précises. Tu vois la problématique? Ouais. Mais bon, après, d'un point de vue de la science, c'est toujours mieux d'être précis. On est d'accord. Oui, moi j'ai une remarque. Oui. Pas une question. Bon, je suis éditeur associé dans la revue Remote Sensing. Et donc, on est en train de regarder pour une spéciale issue, justement, sur les machine learning. Et il y a quelque chose qui revient tout le temps, et qu'on a demandé d'ailleurs aux auteurs de faire attention, parce que ça apparaît dans tous les papiers. C'est le fait qu'il n'y a pas de prise en compte des barres d'erreur. Vous avez vos modèles qui sont issus de mesures. Ces mesures sont affectées d'erreurs. Et donc, quand tu prévois dans le futur, tu dois prévoir des valeurs, bien sûr, mais ces valeurs devraient être associées à des barres d'erreur qui, logiquement, vont enfler au fur et à mesure que tu vas prédire dans le futur, jusqu'au moment où elles deviendront pratiquement, je dirais, trop fortes pour que tu puisses prédire. Et dans tous ces modèles-là, où sont les barres d'erreur? Justement, il n'y en a pas parce que ce sont encore des résultats préliminaires, en fait. Et donc, il faut que j'analyse, il faut que je fasse l'étude des barres d'erreur en fonction des différents appareils de mesure pour ensuite faire, par exemple, la prévision et avec les barres d'erreur pour toute la journée, quoi. Mais oui, tout à fait, il faut regarder les barres d'erreur de nos mesures, enfin, de nos prévisions. Voilà. Donc, je te fais la réflexion parce que, voilà, on s'est mis d'accord au niveau de l'editorial board pour, je dirais, demander systématiquement aux auteurs des papiers de fournir des barres d'erreur dans les prédictions de leur modèle. Donc voilà, si tu risques d'avoir ce genre de questions qui te sera posée. La connaissance de ton erreur de mesure, ça te donne aussi une indication jusqu'où tu peux aller dans la précision de ton modèle. Hein. Ça ne sert à rien d'aller au-delà de la précision de ton Totalement. capteur, parce que tu ne sauras jamais établir d'où vient la différence. Est-ce que c'est le capteur ou le modèle? Oui, bon, après, un capteur pyranométrique, ça Oui, va, oui. c'est... Non, mais il y a toutes les difficultés qu'il y a derrière, c'est compliqué, c'est sûr. Hein. Mais voilà, simplement, la tendance actuellement, justement, dans les réseaux neuronaux, c'est justement le fait qu'il n'y a pas de prise en compte des barres d'erreur. Et bon, on est quand même des physiciens, tu vois ce que je veux dire, à un moment. Voilà, donc il faut que ce soit introduit. Mais il n'y a pas que les barres d'erreur de mesure. Hein. Tu as les barres d'erreur qui sont liées au modèle sous-jacent du réseau neuronal que tu as mis. Enfin, c'est compliqué. Hein. Mais voilà, il faut quand même le regarder. Voilà.